Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité en direct sur nos antennes. Le Mali a décidé d'appliquer le principe de réciprocité face aux restrictions de visa imposées par les États-Unis à ses ressortissants. La décision a été prise en réponse à l'initiative américaine du 16 décembre 2025 de durcir les conditions d'entrée aux États-Unis pour les citoyens maliens. Khadija Traoré et Draman Malé pour en savoir plus. La population malienne est partagée sur cette question. Certains Maliens estiment que le gouvernement malien a pris une décision courageuse pour défendre la souveraineté et les intérêts du pays. Le Mali a des industries de terres rares, des industries d'exploitation de terres rares. Donc tout cela combiné fait qu'aujourd'hui, nos trois pays sont des puissances en miniature qui menacent fortement les intérêts américains et les intérêts occidentaux en général. Donc c'est pour cette raison que déjà, le président Trump qui avait enlevé le nom du Mali, du Niger, du Burkina sur la liste noire, a remis encore ces trois pays sur la même liste. Et du coup, la diplomatie étant ce qu'elle est, on ne peut que appliquer la réciprocité. Parce que si on ne te respecte pas, il faut que tu te respectes toi-même et tu te fais respecter. Et je pense que les trois pays de l'AES sont dans cette dynamique. C'est pour cette raison qu'on va un peu remonter un peu d'adrénaline entre les deux les partenaires. Mais j'espère que ça ne va pas aller loin. Parce que nos intérêts sont ensemble. Les Américains vont revenir à des meilleurs sentiments. Et parce que c'est une manière de nous intimider. Mais dès l'instant que les autorités ne se laissent pas intimider, ils vont trouver un terrain d'entente. Moi, je suis convaincu. Parce que les Américains n'ont pas intérêt à ça. Parce que nos trois pays sont dans une dynamique aujourd'hui qui fait qu'ils n'ont plus peur. Parce qu'ils sont adossés à des puissances. C'est vrai, les États-Unis ont beaucoup de moyens. Les États-Unis peuvent nous faire disparaître du jour au lendemain sur la carte mondiale. Mais ils ne peuvent pas oser le faire parce que la règle, disons, le droit international ne lui permet pas de faire certains actes. Et donc, forcément, on va trouver un terrain d'entente, je pense bien. Les Américains ont cru que le monde les appartenait toujours, en prenant la décision de couper ou d'interdire aux ressortissants des trois pays, qui est l'AES, leur visa, moyennant un prix exorbitant pour décourager quand même tous ceux qui veulent voyager. Étant donné que nous avons adopté la réciprocité, le Mali n'étant plus le Mali de la colonisation, comme le Niger, comme le Burkina, donc nous avons appliqué la réciprocité. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que je défends corps et âme. Et ce n'est que le résultat de ce qu'ils ont cherché, parce qu'ils ont toujours pensé que c'est le même petit État que le Mali, que le Burkina ou le Niger. Maintenant, ils ont compris qu'il faut qu'on aille sur un même pied d'égalité sur ce que nous on a demandé. On n'a jamais demandé à qui que ce soit des restrictions sur quoi que ce soit. Le Mali, le Burkina et le Niger ont toujours été des pays ouverts, hospitaliers et tout. Mais si le monde entier veut nous prendre comme si notre hospitalité, notre gentillesse était de la faiblesse, Dieu a fait qu'avec l'avenue de ces trois présidents, que Dieu même nous a envoyés, parce que moi je dirais que ces trois personnes et ces équipes sont des envoyés de Dieu. La décision du Mali d'appliquer le principe de réciprocité signifie que les citoyens américains devront désormais obtenir un visa pour entrer au Mali, et ce, dans les mêmes conditions que celles imposées aux Maliens pour entrer aux États-Unis. Cette mesure pourrait avoir des conséquences sur les échanges commerciaux et les relations diplomatiques entre les deux pays. Actualité nationale oblige, dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a mis un accent particulier sur la paix, les réformes et le volet social. On en sait plus dans ce commentaire signé Moussa Fomba. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a dressé un bilan des réformes de 2025 et présenté les priorités pour 2026, axées aussi sur la paix, la gouvernance,
l'économie, l'énergie et le capital humain. Des milliers d'ex-combattants ont été enregistrés et pris en charge dans plusieurs régions du nord et du centre, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou et Gao, avec l'annonce prochaine de Tombouctou comme site supplémentaire, a fait ressortir le chef de l'État. Il salue l'adoption de la charte pour la paix comme socle national, avec une phase avancée du programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration pour des milliers d'ex-combattants et la création d'un observatoire pour la paix. Il privilégie les solutions internes face aux limites des mécanismes extérieurs en liant souveraineté militaire et culturelle pour préserver territoire et identité avec officialisation des langues nationales et renforcement de la cohésion sociale. La justice et la gouvernance restent centrales avec la poursuite de la lutte contre la corruption et la délinquance économique via le pôle national et l'agence de recouvrement des avoirs. L'économie montre une croissance soutenue, inflation maîtrisée et dette soutenable, renforcée par des milliers d'emplois créés et des recettes minières accrues. Pour l'énergie, il vise la souveraineté par la diversification, l'investissement et la transformation locale des ressources. Le capital humain est prioritaire avec la modernisation hospitalière, le projet de guérison hospitalière et le renforcement de l'éducation et la formation. Dans le même registre, nous l'évoquions à l'instant, la paix, la gouvernance, l'économie, l'énergie et le capital humain étaient au cœur du message du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Que pensent les Maliens de ces priorités? Élément des réponses dans cet entretien exclusif réalisé par nos reporters Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette adresse à la nation du président de la transition a été une adresse qui a été émaillée de fortes annonces. Parmi les annonces, on peut évoquer la prochaine relecture des chartes des partis politiques, les efforts dans le domaine de la sécurité, mais aussi de la quête de la paix, avec l'annonce de l'observatoire prochaine de la paix qui sera décentralisé dans les différentes régions du pays. Surtout, sur le plan politique, les concertations qui seront engagées en vue de revoir le rétablissement des partis politiques. Ça, c'est une annonce forte. Au-delà de ces annonces, en matière de sécurité, les efforts déployés par les trois États pour endiguer les phénomènes du terrorisme a été une annonce qui donne de l'espoir sur la stabilité du Sahel dans les prochains mois. Le discours de la nation du président de la République, le président Assimi Goïta, vraiment nous l'avons écouté avec intérêt et devant nos télés à la veille de la fin de l'année 2025. Je pense que son discours était un discours salutaire parce que d'abord il a remercié tous les Maliens et précisément les opérateurs économiques et puis les chauffeurs qui ont donné leur vie pour ce pays. Et je pense que ça, c'est un aspect très important. Et surtout par rapport au problème de carburant, je pense que les Maliens doivent être félicités par rapport à leur résilience. Parce que force est de constater qu'une nation, ce n'est pas seulement le gouvernement ou le président de la République. Je pense qu'aussi la population a un grand rôle à jouer. Et cette population a géré, a fustigéré. Nous avons fait la violence sur nous. Nous avons accepté beaucoup de choses parce que nous disons Maliens et patriotes. Et donc vraiment, son discours, c'était un discours fédérateur. Oui, effectivement, le président a parlé de beaucoup de choses. Et je pense que s'il plaint au bon Dieu, il y aura des solutions par rapport à tout ça, surtout le problème d'énergie au Mali. Mais ce n'est pas que de parler. D'abord, nous, les Maliens, en tant que citoyens, nous devrons comprendre que nous sommes dans une situation où vraiment c'est très difficile. Et nous devrons accepter certaines choses et comprendre aussi certaines choses, surtout par rapport au problème d'électricité. Et donc, si on ne les accompagne pas, ce n'est pas possible. Cette situation n'est pas une situation d'une seule personne, mais c'est la situation d'un ensemble. Bon, compte tenu de l'économie malienne, nous sommes conscients quand même que la situation n'est pas
aussi que ça, mais en réalité, nous devrons quand même confronter ces difficultés avec intelligence. Et je pense qu'on arrive à faire les salaires et ils arrivent aussi à gérer les priorités, qui est d'abord la souveraineté de notre pays, mettre les militaires dans les conditions et surtout penser à la santé. Moi, je pense que surtout aussi, ils doivent aussi penser aux enseignants, parce que moi, je suis quand même enseignant et promoteur d'école, et penser aussi à ces écoles-là. Bien vrai qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, quand on regarde partout, on constate qu'ils sont en train de fournir de l'effort. Bien vrai que ça ne va pas, hein. En réalité, ça ne va pas, mais ils fournissent de l'effort. Ça, il faut le reconnaître. Même si tu n'aimes pas les lièvres, il faut reconnaître qu'il a des grandes oreilles. Nous restons dans l'espace AES. Dans son adresse à la nation à l'orée du Nouvel An, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a salué parmi tant d'autres les efforts en matière de communication contre la désinformation impérialiste. Moussa Fomba. Le président du Burkina Faso a rendu un hommage aux acteurs de la communication publique, privée et des réseaux sociaux, considérés comme des alliés essentiels face à l'intoxication et la désinformation de l'impérialisme, dont les efforts contribuent à montrer une image saine et vraie du pays. Point clé de son discours, la diplomatie burkinabé sera réorientée pour s'aligner sur les enjeux géopolitiques actuels, le Burkina restant ouvert à tous les partenaires respectueux de sa souveraineté, de sa liberté et de sa dignité. Le chef de l'État a appelé les Burkinabés à soutenir sa mission à la tête de la présidence de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. 4 régions disposent déjà de brigades de construction de routes et 4 autres seront équipées en 2026 afin de lancer véritablement les chantiers de routes nationales, départementales et d'autoroutes. L'urbanisme moderne sera fondé sur les constructions en hauteur, l'assainissement et des villes propres. Des progrès ont été réalisés en 2025 dans l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, avec l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire grâce à une bonne pluviométrie et à la mobilisation du monde rural. En 2026, ces efforts seront poursuivis avec l'acquisition de nouvelles machines agricoles, la mise en place de labours gratuits ou fortement subventionnés, ainsi que des intrants et semences de qualité. Des progrès ont été réalisés en matière de sécurité, de santé et d'enseignement, d'énergie et des ressources minières qui doivent être poursuivies. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. Ahmed Ali Aboubakar, conseiller en sécurité du commandant des forces de soutien rapide FSR, Mohamed Andan Daglo, a été tué avec plusieurs aides lors d'une attaque de drone menée par l'armée soudanaise près de Zalingei, capitale de l'état du Darfour central, a déclaré jeudi soir le conseiller de la FSR, Al-Basha Tabik. Il a accusé l'armée soudanaise d'assassiner Aboubakar et averti qu'elle paierait un lourd tribut pour ses crimes. Selon des sources locales, un drone a frappé une réunion des forces de la FSR dans le village d'Al-Firdous, dans la zone de Waranga, près de Zalingei, dans l'ouest du Soudan. Ces sources ont précisé qu'Aboubakar était à la fois conseiller de Daglo et commandant de terrain à la tête de l'unité El Saïf El-Batar, qui compte plusieurs centaines de combattants de la FSR. Il jouait également un rôle central dans la mobilisation des tribus et des chefs traditionnels en soutien à la FSR. L'armée soudanaise n'a pas encore commenté l'incident. Les 3 États du Kordofan Nord, Ouest et Sud ont été le théâtre de combats acharnés entre l'armée et la FSR ces dernières semaines, poussant des dizaines de milliers de personnes à fuir. Sur les 18 États du Soudan, la FSR contrôle les 5 États de la région du Darfour à l'ouest, à l'exception de certaines parties du nord du Darfour du Nord, qui restent sous contrôle de l'armée. L'armée de son côté détient la majorité des zones des 13 autres États situés au sud, au nord, à l'est et au centre, y compris la capitale Khartoum. La radio-télévision publique israélienne a révélé mercredi soir que le président de la région sécessionniste du Somaliland prévoit d'effectuer une visite en Israël en janvier prochain dans le but de rejoindre officiellement les accords d'Abraham. L'organisme public israélien a indiqué, citant des sources au sein du Somaliland, que le président de la région, Abdirahman Mohamed Abdoulillah, envisage une visite officielle en Israël dans un avenir proche. Selon ces mêmes sources,
Abdullah compte, lors de cette visite, annoncer l'adhésion officielle du Somaliland aux accords d'Abraham qui visent à normaliser les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Le Somaliland, région située dans le nord de la Somalie, a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991 sans toutefois obtenir de reconnaissance internationale. L'ingérence américaine dans les affaires intérieures de l'Iran équivaut à déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient et conduira à l'anéantissement des intérêts de Washington dans la région, a déclaré Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en réponse aux menaces du président américain Donald Trump de soutenir les manifestants dans le pays. Nous considérons les positions des commerçants protestataires comme distinctes de celles des éléments destructeurs et Trump devrait savoir que l'ingérence américaine dans cette affaire intérieure équivaut au chaos dans toute la région et à la destruction des intérêts américains, a écrit le responsable de la sécurité iranienne sur son compte de la plateforme de médias sociaux X. Trump a écrit plus tôt le 2 janvier sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social que si l'Iran tire et tue violemment des manifestants pacifiques, comme c'est leur habitude, les États-Unis d'Amérique viendront à leur secours. Larijani a déclaré que ce message indiquait clairement qui était l'instigateur et tentait de déstabiliser la situation en Iran. Le peuple américain doit savoir que c'est Trump qui a déclenché cet aventurisme. Il doit veiller sur ses soldats, a déclaré le responsable iranien de la sécurité. Le 29 décembre, des manifestations de commerçants ont débuté dans le centre de Téhéran suite à la chute de la monnaie nationale iranienne. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a chargé le ministre de l'Intérieur d'engager un dialogue avec les manifestants et a également annoncé des réformes des secteurs bancaires et financiers du pays. Le système de défense nationale du Venezuela garantit pleinement l'intégrité territoriale du pays et la sécurité de la population, a déclaré le président Nicolás Maduro. Le système de défense nationale qui rassemble les forces populaires, militaires et policières a garanti l'intégrité territoriale, la paix dans le pays et l'usage de tous nos territoires. Notre peuple est en sécurité et vit en paix, a déclaré Maduro dans une interview accordée au journaliste Ignacio Ramonet. Les autorités vénézuéliennes disposent de toutes les ressources et de tous les mécanismes nécessaires pour protéger la souveraineté du pays et maintenir la stabilité sur son territoire, a-t-il ajouté, commentant la frappe qui aurait été menée par les États-Unis sur le territoire vénézuélien. CNN avait précédemment rapporté, citant des sources, que la CIA avait mené une frappe de drone en décembre contre un port de la côte vénézuélienne, prétendument impliqué dans le trafic de drogue. Sport, football dans cette édition d'information conférence avant match Mali-Tunisie, comptant pour le 8e de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 pour déterminer l'unique détenteur pour la qualification en quart de finale. Les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage s'affronteront le samedi 3 janvier 2025 au stade Mohamed V de Casablanca à partir de 19h. C'est dans ce sens que les deux sélectionneurs ont animé une conférence de presse pour donner leurs avis sur les enjeux de cette rencontre capitale pour la suite de la compétition. C'était ce jeudi 1er janvier au stade Mohamed V de Casablanca. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Mamadou Sangaré, milieu de terrain des Aigles, et Tom Saint-Fit, sélectionneur. Et côté tunisien, nous allons écouter Yann Valéry, joueur des Aigles de Carthage de la Tunisie. Ils sont au micro de notre envoyé spécial, Youssouf Koulibaly. Comme le coach l'a si bien dit, on sait que ça ne sera pas un match facile. Donc on s'est bien préparé. Ces 3 derniers jours, on a bien bossé les choses qui nous manquaient un peu. Donc sur ce match, on va essayer de mettre ça en place pour pouvoir l'emporter. Ouais, exactement. Bon, là, le groupe est vraiment focalisé sur ce match. On a bien travaillé ces derniers jours. Ces 3-4 jours nous ont fait tellement de bien. On a bien récupéré. Et comme le coach l'a dit, on a bien analysé cette équipe tunisienne. Donc entre nous les joueurs, on s'est déjà parlé, on sait la tâche qui nous attend, on sait ce qu'on doit faire pour pouvoir remporter ce match. On sait que ça ne sera pas un match facile, déjà parce que chaque match pour nous maintenant est une finale. Donc on s'est très bien préparé. Les dernières séances d'entraînement, c'était vraiment de la qualité. Comme le coach l'a dit, on a mis en place quelque chose et on espère que vraiment ça va nous aider à remporter
cette match-là, quoi. Donc on est vraiment préparé pour ce match. Donc on est entre nous, dans le groupe, tout est top. Donc je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Naturellement, oui, on a joué Maroc et maintenant c'est Tunisie. Ce sont des équipes différentes, notre style, notre qualité, mais deux équipes avec beaucoup de qualité. Pour moi, Tunisie a une équipe avec beaucoup de qualité physiquement, beaucoup d'intelligence, des joueurs avec, qui sont intelligents tactiquement, des bons positionnés, et avec quelques joueurs exceptionnels. Quand tu as un joueur de Hannibal Mejbri au milieu, qui peut jouer dans chaque position, qui peut donner une passe de 30-40 mètres parfait, qui peut être offensif et défensif, qui est toujours en mouvement. Et tu as des attaquants qui créent toujours des problèmes pour une défense. Je suis un peu énervé les derniers 3 matchs avec nous. Le premier match, on a joué bien contre Zambie. On rate un penalty. On peut marquer 2-3-0 et on ne fait pas ça. Et à la dernière minute, on encaisse un but dans l'extra time. Et après, on n'a pas créé beaucoup des occasions contre Maroc et contre Comores. Et quand tu veux gagner et quand tu veux rester au tournoi, c'est à nous maintenant de pas seulement jouer position de ballon, mais on veut aussi créer des occasions. Et pour moi, le jeu direct du Tunisie, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'espère que mon équipe peut prendre quelque chose de ça, parce que c'est la seule manière que tu peux gagner contre des grandes équipes, et pas toujours jouer à gauche et à derrière, mais aussi en avant et plus vite, parce que Tunisie fait ça comme ça. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle compétition qui commence. Donc ce qui s'est passé en groupe, ils n'ont pas gagné un match, ça ne veut rien dire. Là, on commence une nouvelle compétition. L'équipe du Mali, ils ont des très bons joueurs. Donc ça va être un match sérieux. Et pour moi, il n'y a pas de tirage facile. On est en 8e de finale d'une CAN et ça va être un gros match et on va devoir tout donner. Donc non, pour moi, je suis pas content parce qu'on a une équipe qui n'a pas gagné en groupe. Pour moi, ça veut rien dire. Donc voilà. Vous l'aurez certainement compris, c'est un match 100% dans les airs entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage. Demain, samedi 3 janvier 2025, au stade Mohamed V de Casablanca. C'est à partir de 19h. Bonne chance aux Aigles du Mali. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.